Carnet. Il est fondateur de la firme Réseau DOF, conférencier et auteur formé en éducation, en animation et en développement organisationnel. Il exerce sa profession de consultant et de formateur depuis plus de 20 ans. Il est considéré comme un des 10 conférenciers les plus marquants du Québec. Oh. Il est un partenaire régulier de l'École d'entrepreneurship de Beauce à titre d'expert. Formateur extrêmement pratique, il a développé avec ses collègues des outils accessibles et percutants. Monsieur Desharnais se concentre maintenant sur 4 thèmes de conférence. Le pouvoir de la crédibilité, s'adapter sainement et plus rapidement aux changements professionnels et personnels, l'intergénération, l'union de gens de valeur et la pratique de la collaboration. Il est auteur du livre « Tout est une question de crédibilité, un mode d'emploi pour tous ». Donc, Monsieur Desharnais. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai constaté que ça doit être une salle de gens de formation professionnelle parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer les places en avant, c'est ça que j'ai compris. Il reste des places libres en avant pour les gens qui rentrent encore. C'est les cadres et les directeurs qui font ça habituellement, ils ne sont pas là. Bon, excusez-moi. C'est ma 3e présence à votre congrès. Est-ce qu'il y en a qui étaient là en 2010 quand j'ai fait une présentation? Il y en a quelques-uns. Merci d'être revenus. 2013, est-ce qu'il y en a qui étaient là? Il y en a un peu plus. Alors, voilà, je suis sorti de ma pré-retraite pour dire oui à une présentation chez vous pour plusieurs raisons. Une, c'est que ça me fait beaucoup plaisir. Je disais à Mme Trudel qui m'avait contacté que j'avais eu beaucoup de plaisir avec les gens qui étaient ici la dernière fois parce qu'il y avait beaucoup d'interactions avec les gens de la salle. J'espère que ce sera le cas aussi. Puis je vous expliquerai en cours de route les autres raisons qui m'ont fait choisir d'être avec vous aujourd'hui, étant à la pré-retraite. Je dis souvent que maintenant, je ne travaille plus l'hiver. Comme je n'ai jamais travaillé l'été, il restait l'automne et les printemps. Et maintenant, je ne travaille que quelques jours à l'automne et quelques jours au printemps. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, mais je vous le dis, ça fait partie de ma vie. On va parler de changement professionnel, changement personnel. On va parler de comment on peut plus sainement, plus rapidement s'adapter aux changements et aussi dans vos fonctions, comment vous pouvez accompagner des gens qui vivent des changements. J'ai la prétention qu'il y a un processus pour s'adapter plus rapidement et plus sainement et qu'on aurait intérêt à le savoir. Vous rappelez-vous à l'école, en quelle année ça se passait au primaire, où ils nous montraient comment on pouvait s'adapter à nos changements? Rappelez-vous quelle année que c'était? Pas vraiment. Et c'est comme être parent, c'est comme être conjoint, c'est comme beaucoup de fonctions, on apprend ça sur le tas avec les inconvénients qui viennent avec. Il faut que je vous dise qu'il y a 30 ans, la première fois que j'ai fait une conférence, c'était sur ce thème-là, pour dire que finalement, ça ne change pas tant que ça. Et c'était des gens du ministère de Santé et Services sociaux qui étaient venus. J'avais fait des formations qui duraient 3 jours à l'époque sur ce thème-là. Puis ils m'avaient dit, est-ce que tu pourrais transposer ça, comme dans votre cas à vous, ce qu'on faisait à l'époque dans 3 jours avec des groupes de 15, maintenant c'est en 1h15 des groupes de 250. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'était à Québec, et c'était sur le même thème. Je trouvais ça quand même cocasse de pouvoir vous dire ça. Alors, donc, processus de changement, moi je pense qu'il y en a un, on va regarder avec vous. 2, comment vous pouvez vous-même vous adapter, parce que j'imagine que vous allez être d'accord pour dire, quelqu'un qui a de la difficulté à s'adapter à ses propres changements, qui est envahi par ces changements, qui n'arrive pas à s'en sortir, diriez-vous qu'il a moins de chances d'être un bon accompagnateur de changement? Des bonnes chances, hein? Et donc, pour moi, la première partie aujourd'hui, ou le premier objectif, c'est plus pour vous personnellement, dans vos propres changements, peu importe quels qu'ils sont dans votre vie personnelle. Et deuxième, comme accompagnateur. Pour faire ça, je vais vous demander aussi de réfléchir à un changement que vous avez déjà vécu, qui est intégré, dont vous pourriez parler librement sans vous mettre à pleurer, parce qu'on ne veut pas faire de thérapie, mais que vous pourriez suivre pendant la présentation pour voir si ce qu'on propose, c'est réaliste ou si c'est de la théorie. Moi, je pense que c'est réaliste et on verra pour vous ce qu'il y en est. Alors, je vais vous donner tout à l'heure, tout de suite, dans 1 minute,
30 secondes pour réfléchir au type de changement que vous avez vécu, que vous voulez prendre comme référence. Puis s'il y a quelques braves qui veulent nous dire les types de changements en question, ça m'aiderait à prendre des exemples sur les vôtres et non pas dans ma tête. Je vais vous demander aussi, vous pouvez commencer tout de suite, si vous connaissez quelqu'un, pas vous là, mais quelqu'un d'autre, qui est manifestement pas sorti d'un changement dans lequel il est rentré, ça peut même faire 10 ans. En connaissez-vous? Oui ou non? On en connaît toutes, hein? Et à mon avis, dans une demi-heure, vous allez comprendre sur quoi ça s'est joué. Ça ne veut pas dire que vous allez être capable de les influencer pour qu'ils changent, mais ça devrait donner quelques notions. Alors, pour faire ça, j'ai toujours les mêmes règles du jeu, moi, que d'une année à l'autre. Alors, pour les gens qui n'étaient pas là, j'ai 3 règles du jeu. La première, c'est votre humour. Est-ce qu'il y a des gens drôles dans la salle? Oui? Où sont-ils? Il y en a là, il y en a là, il y en a qui s'auto. Hein, ça, c'est bon. Alors, les gens qui sont drôles, merci de vous laisser aller. On peut travailler puis s'amuser. Les gens qui se pensent drôles, même, merci de vous laisser aller aussi. On devrait s'amuser puis rire. La deuxième, c'est votre implication. Je suis là pour vous plus que pour moi. Si vous ne profitez pas de l'occasion pour dire comment ça se fait que, puis dire les accords, les désaccords, quand je vous poserai des questions, ça risque d'être plus poli, mais moins stimulant. Alors, tout au long, on est un petit groupe, profitez-en. Quand je vais vous demander, est-ce que j'apprécierais que quelqu'un me réponde? C'est juste pour gérer mon insécurité personnelle. Est-ce que ça vous va? Oui? Oui, bon, merci. Donc, voilà. Pour les gens de la web diffusion, j'espère qu'il ne neige pas sur la côte nord, Gaspésie, l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'il y a 250 personnes, semble-t-il, qui sont en train, je vous salue, et j'espère qu'il ne neige pas trop chez vous, que l'image est plutôt bonne. Alors, changement personnel intégré que vous avez déjà vécu, et pendant que vous réfléchissez, prenez un changement qui a été important. Là. Pas j'ai peinturé ma chambre d'une autre couleur, là, ou j'ai changé ma minoune pour une... C'est pas ça, là. Un changement qui a été important, et pour qu'on puisse faire la référence. Pendant que vous réfléchissez à ça, non, pas pendant que vous réfléchissez. Êtes-vous prêts? L'avez-vous trouvé? Alors, dites-moi quelle sorte de changement vous avez choisi. Je ne veux pas l'histoire, là. Hein, on ne veut pas savoir toute l'histoire, juste j'ai perdu ma job, j'ai eu une job, j'ai perdu un enfant, j'en ai eu un, je me suis marié, elle m'a laissé, peu importe, là, juste le thème. Oui. Quitter un emploi pour retourner aux études. Merci. Oui. Non? Même chose? Pareil? Oui? Oui? Devenir mère. La première fois? Une fois? OK? Je vais en profiter pour dire qu'un changement, c'est one shot. Hein? Ce n'est pas une évolution. Comme vieillir, ce n'est pas un changement, c'est une évolution. Avoir un enfant, ça en est un. Avoir des enfants, c'est une évolution. Ou une révolution, ça dépend. Quelqu'un d'autre? Oui, madame. Redevenir célibataire, avoir une vie de couple. Ah, OK. OK. À quelle heure, quel jour ça se passe, ça? Parce que j'appelle ça une évolution, moi. Est-ce que je peux appeler ça le départ des enfants? Hein? Parce qu'on va le situer là. Oui, madame, là-bas. Une séparation. T'as subi ou choisi? Choisi. Vous comprenez, je pose la question pour ne pas vous embarrasser parce que ça ne se vit pas pareil. On va regarder les nuances qu'il y a là-dedans et comment ça se passe. Oui, monsieur? C'est-à-dire, de quoi à quoi? De passer de comptabilité à l'enseignement. Super. Monsieur? Nouvellement grand-papa. Subir ou choisir? La question ne se pose pas. Madame? Changer de programme de formation. Subir ou choisir? Et choisir. Monsieur? Le retour des enfants à la maison. Un ou plusieurs? C'est bon. Un ou plusieurs? Un ou plusieurs? Non, mais le retour d'un ou plusieurs? On va commencer par une. OK. Madame. Partir de la ville pour me ramasser. On voit déjà la déchéance. Me ramasser en forêt. J'en prendrai 2 ou 3 après vous deux. Plus dramatique, plus difficile, parce qu'il y a plein de beaux changements. Il doit y en avoir d'autres. Madame. La perte d'un conjoint. Oui, en arrière?
Libération, immigration. Oh, intéressant. Une dernière? Oui, madame? Des nouvelles tâches. Oh, des hanches. Oh, c'est toute une tâche, là, des nouvelles hanches. On va partir avec ça, je pense qu'on en a assez. Comment s'appelle la personne qui n'a pas sorti de son changement? Non, je ne veux pas savoir. On va y aller avec ça. OK. Allons voir. Dans le déroulement, pour moi, il y a 6 étapes dans le changement. Il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 6, il y en a qui en ont 8, vous verrez. Il y a une question d'équilibre dans les secteurs de vie dont je vais vous parler. Toute la documentation sera disponible sur le site à la fin de la journée aujourd'hui. Je vois des gens qui notent, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligés. Il y a 4 clés pour moi pour faciliter une saine adaptation. On va regarder. Il y a des points critiques qui sont définition des points critiques, puis il y a des indicateurs d'étape. Il y a des places où on peut regarder pour dire, tiens, dans ce changement-là, je suis rendu à telle place, mes élèves sont rendus à telle place, ces 2 élèves-là sont rendus à telle place. Il y a des indicateurs d'étape que je veux regarder avec vous. Voici le processus de changement. Il est circulaire pour illustrer que le changement n'est pas linéaire. Tout le monde le sait. Il y a encore des gens qui espèrent que le changement, il commence, puis il roule comme ça, droit tout le long, puis il finit. Puis quand celui-là est fini, il y en a un autre qui commence. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait de même. Il y a un changement qui commence, il est rendu à une étape, ça bloque, il retourne, il y en a 2 autres qui partent, ça s'entrecroise. C'est linéaire, les changements. Je vois dans vos regards que c'est pas vrai qu'on peut attendre, parce qu'il y a des gens qui disent, hein, laissez-nous le temps d'intégrer le changement qu'on vient de vivre. Là. Regarde, donnez-nous 2 ans de consolidation des acquis qui appellent ça comme si c'était possible. Et à mon avis, à quelque part, ce n'est pas possible. Et donc, on va regarder cet élément-là. Vous voyez aussi qu'il y a la moitié du processus qui occupe les 2 premières étapes, c'est la moitié du processus. Juste pour indiquer que c'est les 2 plus longues, les plus cruciantes, croustillantes, cruciales. On va regarder pourquoi. Il y a une étape qu'on va s'appeler le déclencheur. Je vous parle des 6, puis je reviens. Une recherche de solutions pour ceux qui en font. Parce que mon hypothèse, c'est qu'il y a des gens qui ne se rendent pas à la recherche de solutions. Quand j'entendais la personne précédente qui parlait ici tout à l'heure, c'était comme, faudrait qu'il y ait ça, faudrait qu'il y ait ça. Qui cherche les solutions? C'était moins évident. Et je pense qu'il y a encore des gens qui ne cherchent pas des solutions et curieusement, ils n'en trouvent pas. Passage à l'action, le moment où, quand on a trouvé les solutions, on les applique, on passe à l'action. La 4e, qui est la validation, où on va tenter de regarder si on le fait. Est-ce que les solutions trouvées, appliquées, donnent des résultats qui étaient attendus? Que ce soit pour une problématique professionnelle ou une problématique personnelle, c'est la même chose. Il y a la sortie, le moment où on peut penser ou croire ou réaliser qu'on est sorti du changement. Et finalement, il y a une étape qu'on appelle le bilan, qui est, je dirais, la source de la sagesse chez les gens. Il y a des gens qui disent qu'ils ont 50 ans d'expérience dans la vie personnelle ou professionnelle. Bien, en fait, ils ont 50 fois la même année. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien appris d'une année à l'autre, que ce soit dans leur fonction ou que ce soit dans leur vie. La sagesse, ce n'est pas le nombre d'années, c'est les leçons qu'on a tirées. Et si on ne tire pas les leçons de comment on a pu ou pas, ou trouvé difficile ou réussi à s'adapter, il n'y a pas de sagesse dans l'adaptation et on ne sera pas plus équipé la prochaine fois. Pour moi, c'est la notion de bilan. Il faut que je vous dise que j'ai tiré une partie de ce que je vais vous présenter, d'émissions qui ont été faites il y a très longtemps, au moment où ça s'appelait Radio-Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez que les gens, c'était pas Télé-Québec comme maintenant, c'était Radio-Québec, qui faisait des émissions qui s'appelaient C'est la vie avec Marcel Sabourin et Louisette Dussault comme comédiens. Et essentiellement, c'est que chaque semaine, ils prenaient une douzaine de personnes qui avaient vécu un changement spécifique, que ce soit une immigration, que ce soit la perte d'un conjoint, que ce soit avoir des nouvelles fonctions, les retours des enfants à la maison, sortir de prison, peu importe. Et pendant 2 jours, avec un animateur, une animatrice, ils essayaient de voir qu'est-ce qui avait permis à ces gens-là de s'en sortir. J'en ai regardé 26 des 52 de ces émissions-là. Et j'ai tiré une partie de ça. Mais en discutant avec le réalisateur, qui s'appelle Jacques Lagacé, il y avait quelque chose qui m'avait impressionné. J'avais dit, qu'est-ce qui te frappe d'avoir vu 500 personnes venir participer à ces rencontres-là?
Et il disait, c'est la notion de stabilité. Pour beaucoup de gens, ce qu'ils veulent dans la vie, c'est la stabilité. Ils veulent que ça ne change pas. Et parce qu'ils veulent que ça ne change pas, ça fait des gens réfractaires au changement. Ça fait des gens qui n'ont pas beaucoup tendance à trouver des solutions, puis surtout pas à faire des bilans. Et ça m'a fait réfléchir sur cette notion-là, parce qu'on voit dans les populations partout, c'est sûrement vrai chez vous, des gens qui font exprès pour provoquer des changements. En connaissez-vous? Puis des gens qui font tout pour pas qu'il n'y ait rien qui change. Je ne sais pas si vous savez, mais à Montréal, il y a 40 de la population de Montréal qui n'a pas quitté la ville de Montréal. Tu regardes ça et tu te fais comme dans un monde de maintenant, ça n'a quasiment pas d'allure, mais ça s'appelle la stabilité. Il y a des gens qui vont manger dans le même restaurant chaque semaine, que ce soit à la même place, ils mangent la même affaire dans le même ordre, avec la même personne. Je ne sais pas si vous voyez. Ça s'appelle la stabilité. Et il y a une place sur le chemin, sur la 20, en s'en venant ici, qui s'appelle le camping Sainte-Madeleine. Je ne sais pas si vous connaissez. Le camp, ceux qui ont des roulottes là, vous ne parlez pas, là. C'est pas. Et à chaque année que je passais devant le camping Sainte-Madeleine, puis quand j'y avais parlé de stabilité avec M. Lagacé, je me disais, pourquoi ils viennent s'installer sur le bord de la 20, alors qu'il y a du bruit, c'est tout petit, ils sont tout collés, c'est quoi l'affaire? Et moi qui aime les changements et qui aime les provoquer, je ne comprenais rien. Fait que je suis allé faire ma petite enquête, je me suis installé au dépanneur et j'ai questionné quelques personnes. Je ne sais pas si vous savez ce qu'ils m'ont dit, mais ils ont dit, d'une année à l'autre, on a le même lot. C'est bien important. On a les mêmes voisins. C'est bien important. La Coors, la Bud Light, puis la Black Label est disponible chaque année depuis 20 ans. C'est bien important. La partie de balle est à 6 heures, comme à chaque fois, si vous voyez. Mais pour eux autres, pour moi, là, ça c'est l'ennui mortel. Là. Et ils disaient, en plus, on a le bruit de l'autoroute comme en ville. Ça dort bien. C'est bien coudonc. Ça s'appelle la stabilité. Ce qui fait que quand vous accompagnez quelqu'un dans le changement, puis que vous avez envie de botter derrière, vous dites, ben envoie, grouille, fais quelque chose. Il y a du monde pour qui c'est viscéralement difficile, juste qu'on le sache. Et ces gens-là sont morts de peur. Puis il y a un lien qu'on va tenter de regarder tantôt avec qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans cette peur-là, parce que c'est rien d'autre qu'une peur de l'inconnu, puis une peur d'avancer. Alors on va regarder ça, mais il y a du monde qui aime la stabilité. Je ne vous demanderai pas où vous êtes vous, mais on va en parler. Dans ce déclencheur-là, il y a la notion de subi choisi. Pas pour rien que je demandais. Et à part du fait que le changement, à mon avis, les changements sont de plus en plus rapides qu'ils étaient. Je ne sais pas si vous partagez. Et la proportion de changements subis par rapport aux changements choisis s'est inversée. Ça bouscule, là. C'est vraiment ultra rapide. Il y a, un autre changement là, un autre. On n'est plus dans un équilibre que c'est à peu près pareil, les subis puis les choisis. Et évidemment, comme ça ne fait pas filer pareil, on va regarder l'aspect affectif de l'adaptation au changement. Si c'était juste rationnel, l'adaptation, ça serait probablement pas mal plus simple. Mais comme ce n'est pas que rationnel puis que ça vient nous chercher d'un trip, il y a une notion qu'on va regarder sur cet aspect-là. Il y a aussi toute la notion des secteurs de vie. On va regarder, parce que moi, j'aime bien décortiquer la vie en 5 grands secteurs. Je vais vous en parler. Qu'est-ce qui vient avec? Ces 5 secteurs-là, c'est mon vieil ami Denis, je dis vieil parce qu'il était plus vieux que moi, puis il est malheureusement décédé. Ça a été mon coach, mon ami, mon mentor. Lui, il partageait la vie en 5 secteurs. Secteur professionnel, celui pour lequel vous êtes ici, qui est le travail et les études, le perfectionnement, qui devrait être continu à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Le secteur intime, la relation avec soi-même, spiritualité, sexualité. Quoique sexualité, des fois, c'est dans le secteur professionnel aussi, mais ça dépend. Relation avec ses conjoints, conjointes et enfants, secteur intime. Secteur financier et matériel, tout ce que je gagne, ce que je possède, incluant mes dettes, ça fait partie du secteur financier et matériel. Le secteur santé-loisirs, ce que je fais pour ma forme physique, ce que je fais pour me faire plaisir, et le secteur social, toutes les relations autres que le secteur professionnel et intime. Est-ce que ça recoupe pas mal votre vie, ça? Plus que ça, tu meurs. Alors, il y a quelques considérations autour de ces changements-là. La première, c'est que plus le changement touche un grand nombre de secteurs de vie,
plus les gens trouvent ça dur. On est-tu d'accord? Quand quelqu'un dit « Je vais prendre ma retraite », les gens ils font « Et que t'es chanceux! Et que t'es chanceux! » Mais là, cette personne-là vient de se retrouver en déséquilibre dans 5 de ses secteurs de vie. Et elle doit se rééquilibrer dans tous ces secteurs. C'est vrai que c'est agréable de ne pas travailler, mais le rééquilibrage n'est pas si simple que ça. Quelqu'un qui émigre, ça touche combien de secteurs de vie, madame? 5. Quelqu'un qui perd un conjointe? 8. Mais 5. Une augmentation de tâches? Professionnelle, un petit peu sociale peut-être. Tu sais, on a tendance, évidemment, à le vivre moins difficilement pour les raisons que vous pensez. Ça, c'est un. 2, plus le changement touche des personnes significatives autour de nous, plus ça ajoute à la complexité. Je me rappelle d'avoir eu quelqu'un une fois dans la salle qui disait j'ai eu une offre d'aller travailler à Calgary, je suis super content, j'ai annoncé ça à ma femme et aux enfants, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Lui, aller travailler à Calgary, c'est sa promotion, ça lui permet de découvrir plein d'affaires. Et quand ça s'est annoncé, parce que l'annonce c'était tu vas à Calgary où tu n'as plus de job, je ne sais pas si vous voyez, et c'était comme qu'est-ce qu'on fait avec ça? La recherche de solutions elle n'est plus individuelle, elle est collective, elle implique le conjoint, conjointe et les enfants. Et donc, ça ajoute à la difficulté. Quand il y a un changement dans une équipe de travail, puis que ça touche 14 personnes sur 15, évidemment, la recherche de solutions est un peu plus complexe, il faut au moins juste le reconnaître. 3, un changement met en lumière les secteurs de vie qui vont déjà pas bien. Un changement subi surtout met en lumière les secteurs de vie qui vont déjà pas bien. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais vous raconter une petite anecdote une fois. Il y avait quelqu'un d'un ministère qui m'avait engagé pour accompagner des gens qui venaient de se faire dire « La bonne nouvelle, c'est que vous avez une sécurité d'emploi et que vos postes existent toujours. L'autre nouvelle, c'est que maintenant, dès cause de la décentralisation, vos postes seront à Sept-Îles, Bécomo, Gaspé et Rivière-du-Loup. » Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a un des gars qui nous racontait ça. Et on dit, René, toi, tu vas être celui qui va aider les gens à prendre des décisions et à s'adapter. C'est moi, j'étais le cadeau là, pour faciliter leur adaptation. Et un gars que j'ai pris l'habitude d'appeler Georges, à la deuxième journée, il dit, moi, je vais vous dire, il dit, c'est le ministère là, qui crée une mauvaise relation avec ma femme. Là. Ma femme n'est pas contente en tout. Là, elle me dit qu'elle va me laisser. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'était la faute du ministère, mais peut-être pendant 25 ans, la relation était toffable. Mais quand il y a une décision majeure qui se passe, ça fait ressortir des secteurs qui ne vont pas bien. Parce qu'il dit, ma femme, elle m'a dit, Bécomo, c'est une bien bonne place pour toi. Bon voyage. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait ressortir des secteurs qui ne vont pas bien. C'est assez facile de voir sur papier que les secteurs, on peut les séparer. Mais dans la vraie vie, les secteurs, ils sont interreliés. Faire ta job, impact sur les finances, impact sur l'intime, impact sur les activités de loisirs, impact sur le social. C'est interrelié, les secteurs de vie. C'est pas vrai qu'on peut séparer ça autant que ça. Et 4, un changement difficile arrive rarement seul. Vous avez remarqué, ça se passe en même temps. C'est que ton patron te dit, avant, vous étiez 3 pour faire la job, maintenant, vous allez être 2 pour un peu plus de job. Alors ça, c'est le changement. Tu rentres à la maison, la laveuse est pétée, ton char ne part plus, et là, la belle-mère vient de vous annoncer qu'elle va déménager chez vous enfin. Je ne sais pas si vous voyez. Non, mais tu dis, comment ça se fait que ça arrive tout en même temps? Ça a l'air d'être un hasard, mais les secteurs sont interreliés, puis il y a l'air d'avoir des karmas qui font que ça se passe de même. Est-ce que j'exagère? Ça ressemble à ça, hein? Mais pour moi, la notion la plus importante, c'est le nombre de secteurs que ça touche et combien de monde est impliqué là-dedans. S'il y a des secteurs de vie qu'on laisse traîner, dont on ne s'occupe pas, au moment où il va arriver un changement subi majeur, on va être obligé de s'en occuper et ça nous saute d'en face et il n'y a rien de bien agréable à ça, à mon avis. Pendant que je vous parle de ça, êtes-vous en train de faire le bilan sur comment ça va dans vos secteurs de vie? Probablement. Et c'est une bonne affaire.
Parce que mon hypothèse à moi, c'est qu'on a du pouvoir sur chacun de nos secteurs de vie. Pas tout le pouvoir, mais on a du pouvoir. Et si on ne l'exerce pas, on devient en survie dans un ou plusieurs secteurs et après, on est hypothéqué quand il arrive un petit changement difficile. Vous remarquerez, pas vous autres, là, mais des gens autour de vous autres, il arrive un changement qui semble anodin et ils capotent. En connaissez-vous? On ne sait pas, nous autres, comment ça va dans leurs 4 autres secteurs de vie que le professionnel. Puis effectivement, ce n'est pas de nos affaires. Mais à quelque part, ce n'est pas anodin. Il y a des raisons pour lesquelles il y a du monde qui se braque devant un changement qui a l'air simple. Moi, ça me permet juste de dire, soyons un peu plus indulgents, un peu plus attentifs pour aider ces gens-là à regarder pas juste le secteur professionnel, mais ailleurs. Vos étudiants, vos élèves, je ne sais pas comment vous les appelez, c'est la même affaire. Ils ne sont pas standards sur comment ils sont dans chacun de leurs secteurs de vie, ni dans leur potentiel, ni dans leur capacité, ni dans leur expérience, et on les prend où ils sont. Et c'est avec eux autres qu'il faut aller. Première clé de l'adaptation au changement, ça s'appelle la reconnaissance de la réalité. C'est simpliste, mais c'est fondamental. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la réalité à laquelle il est confronté, évidemment, il ne peut pas chercher de solution. On est-tu d'accord? Trouvez-vous ça facile, vous autres, la reconnaissance de la réalité? Pas tant que ça, hein? Pourquoi? Pardon? Ça bouscule. Si la réalité était toujours réjouissante, elle serait facile à reconnaître. Hein? Si je vous annonçais que j'ai acheté un billet de loterie et qu'on partage chacun 1 million, la réalité, elle serait assez facile à reconnaître. Mais quand on se fait annoncer plein d'affaires dont vous avez parlé, cette réalité-là, elle est choquante, elle est inquiétante, elle peut être décevante, et ce qui fait qu'on a pas mal moins envie de la reconnaître. Mais l'alcoolique qui dit « moi je ne suis pas alcoolique pantoute, j'arrête quand je veux, tous les soirs », je ne sais pas si vous voyez. On sait que la première difficulté des alcooliques, c'est de reconnaître qu'ils sont alcooliques. Tout le monde le sait sauf eux autres. En fait, ils savent, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de recherche de solution. C'est vrai pour les joueurs compulsifs, c'est vrai pour les gens qui n'ont pas les compétences requises et qui font semblant qu'eux, mais qui ne reconnaissent pas. Pas de reconnaissance de la réalité, pas d'avancement dans le processus. Est-ce qu'on est d'accord? Pouvez-vous me dire, dans le changement que vous avez pris dans votre tête tout à l'heure comme exemple, combien ça vous a pris de temps, en semaines, en mois, en années, pour reconnaître la réalité assez pour vous en occuper? J'aimerais ça entendre. Pardon? 5 quoi? 5 années. Qui dit mieux? Mon père est encanteur. Des mois, des semaines, j'ai déjà entendu quelqu'un, 31 ans. Vous? 3 mois. Le plus court? 4 heures. Ça dépend des circonstances, ça dépend des personnes. Dans certains cas, nier la réalité, ça nous permet de survivre. Dans les émissions dont je vous ai parlé, l'émission qui semble-t-il était la plus prenante, la plus touchante, et où les gens disaient que le changement c'était le plus difficile, c'est la perte de son propre enfant. Voir son propre enfant mourir. Et on peut juste y penser, ceux qui ont des enfants là, comme moi, ça... Et il y en a, ça prend 10 ans avant qu'ils reconnaissent la réalité parce que sinon, ils viraient fous, ils capoteraient. Et ça peut être très sain dans ce cas-là. Mais en général, la non-reconnaissance de la réalité, ça fait qu'on est bloqué dans le processus. On est d'accord? Yes? Diriez-vous que les gens que vous avez pris dans votre tête comme étant des gens qui ne sont pas sortis de leur changement, est-ce que ça se peut qu'ils n'aient pas reconnu la réalité comme elle était? Et des fois, c'est un job difficile dans l'accompagnement. Puis quand vous êtes avec des étudiants ou avec vos enfants, avec les conjoints, faire reconnaître la réalité pour vrai, c'est pas simple. Et en plus que les gens confondent la réalité avec leur opinion de la réalité. Le ministère est méchant d'avoir fait ça. Est-ce que c'est une réalité? C'est une opinion. Le ministère a décrété que vos tâches passeraient de ça à ça. Est-ce que c'est une réalité? Il y a une personne, il n'y a pas longtemps, aux nouvelles, elle disait, on m'a annoncé, le corps médical m'a annoncé que j'ai une maladie dégénérative sans fin, évolutive. Et on m'a aussi annoncé que la loi ne me permet pas d'avoir accès à l'aide à mourir. Est-ce que ça, c'est des réalités?
dure réalité. Et reconnaître ça, c'est pas de la tarte. De dire le ministère est mal fait, les lois sont pourries, on sait bien les gouvernements, il y a toute une partie qui est en tente de confondre les réalités avec ses opinions, mais les réalités sont objectives, sont précises, sont mesurables et sont difficiles à avaler. Mais le premier morceau, c'est la reconnaissance de la réalité. Ça va pour ça? 2, c'est, il y a un temps pour pouvoir faire ça, évidemment. Je vous le passe, les citations. 2, c'est le choix d'attitude. Quand les gens ont reconnu la réalité, il y a au moins 2 choix. Il y en a qui s'en vont dans la culpabilisation. Vous connaissez la culpabilisation? La recherche de coupable. Hein? C'est de la faute. Et là, il y en a 2 sortes. C'est de la faute à quelqu'un d'autre ou c'est de la faute à soi-même. Avec ma conjointe, on parle des fois de la culpabilisation, mais la discussion n'est pas terminée. Parce qu'elle me dit tout le temps, tu ne te sens pas coupable? Je dis, ben non, pourquoi ça ne donne rien? Elle ne se demande pas ça sert à quoi, je te demande si tu te sens coupable, je ne sais pas si vous voyez. Puis quand il arrive quelque chose à elle, c'est bon, c'est de ma faute. Elle, c'est son premier réflexe. Je sais pas si, il a l'air d'avoir quelque chose de féminin dans le mot, ne serait-ce que dans le mot, là. On peut regarder. La recherche de coupable. L'autre bord, évidemment, c'est la responsabilisation. La responsabilisation, c'est je suis la seule personne responsable de trouver des solutions à ce qui m'arrive. C'est pas de la faute à personne. C'est un système de no fault, dans le fond. Mais c'est pas mal plus exigeant, la responsabilisation, que la culpabilisation. Mon chum Patrick, lui, appelle ça la culpabilisation, son club de bitchage. Je ne sais pas si vous connaissez. B-I-T-C-H-A-G-E, là. Ça n'existe pas en région, mais à Montréal, il y en a beaucoup, les clubs de bitchage. Et il m'avait raconté qu'il m'avait sorti sa carte de membre. Il est membre d'un club de bitchage pour vrai, il a une carte de membre. Il dit que c'est par hasard s'ils sont 6 filles et un gars, c'est juste ça a commencé de même. Et il dit qu'une fois par mois, il se retrouve dans un restaurant, belle table ronde, 7 personnes, et pendant toute la soirée, ils choisissent une victime qui n'est pas présente et ils bitchent contre elle toute la soirée. C'est leur activité mensuelle. Et lui m'a suggéré de vous dire qu'il y a 4 règles pour que le bitchage soit bénéfique. Est-ce que vous les connaissez? Non? Alors, vous pouvez le noter, ce n'est pas dans la présentation, même les gens sur la Côte-Nord. Évidemment, la première règle, c'est que la personne bitchée n'est pas présente. Parce que ça fait des conflits. Hein? Tout le monde en parle, des fois, c'est limite. Hein? Le dîner de con que vous avez vu, ça ne respecte pas la règle. 2, on le fait consciemment. On se le dit, là, on jase. Quand Guillaume Lepage dit on jase, là, on n'est pas loin du bitchage. On met la switch à bitch à on, comme vous voulez, là. Mais on se le fait consciemment. 3, c'est que ça arrête. 5 minutes de bitchage conscient chaque jour en l'absence des bitchés, ça peut être une excellente thérapie. 8 ans de bitchage consécutif contre le ministère, ma femme, les enfants, les médias, les politiciens, c'est mortel sur l'adaptation. Et évidemment, la dernière, c'est le passage à la responsabilisation. Alors, vous pouvez répéter après moi si vous êtes capable. Je suis la seule personne responsable de mes changements. Vous n'êtes pas pire. Il y en a qui sont difficile de lâcher le bitchage des fois, mais c'est vrai que c'est le fun. 5 minutes, 20 minutes, dépendamment de l'intensité. Mais c'est la deuxième clé. À ma connaissance, pour les gens qui n'ont pas réussi à s'adapter à leur changement, s'ils ne se sont pas accrochés les pieds dans la reconnaissance de la réalité, ils se sont accrochés les pieds dans le choix d'attitude. Exact? Moi, j'ai un frère. Enfin, j'en ai 4, mais j'en ai un en particulier. Ça fait 40 ans. C'est de la faute à mon père s'il n'est pas heureux. Mon père ne l'a pas aimé. C'est-tu plate? Et à chaque fois qu'il parle de sa vie, il ne peut pas chercher des solutions pour être heureux. Mon père ne l'a pas aimé. Je ne sais pas si vous voyez. Et tu as beau dire que, regarde, tu as 55 ans, il faudrait que ça finisse un jour, il faudrait que tu fasses ta vie, notre père est mort, tout, mais ça ne fait pas. On a beau savoir que c'est une clé, il y a du monde qui ne veulent pas y aller, qui ont l'air de triper sur le club de bitchage, son président, honoraire, bref, etc. Alors, 3, c'est les sentiments. Je disais que si les changements étaient seulement rationnels, ça serait plus facile, mais ils sont aussi affectifs. Alors, quelques notions, cours 101 sur les sentiments. Les changements, c'est toujours les sentiments, c'est toujours des informations importantes. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez appris quand vous étiez jeune. Pas sûr. Et les changements, ce n'est pas rationnel. Ça a l'air simpliste de dire ça, mais vous remarquerez combien de fois, quand quelqu'un dit « ça m'inquiète ce changement-là »,
ou je suis déçu parce que, ils se font répondre, ben voyons donc, tu n'as pas raison d'avoir peur, tu n'as pas d'affaire à être déçu, il n'a pas fait exprès, t'as pas, je ne sais pas si vous remarquez, tu n'as pas raison de. Et quand les gens essayent de dire comment ils se sentent, ils se font servir des BVD. Savez-vous c'est quoi ça, les BVD? Ben voyons donc. Ben voyons donc. Alors, je te t'offre, franchement, si tu n'es pas capable de prendre ça, ben voyons, donc prends pas ça de même, tu es donc bien sensible. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas rationnel, les sentiments, c'est affectif. On peut-tu se le dire? C'est affectif. Et je dis ça parce que je parlais de mon père. Je pense que j'ai le temps de vous raconter ça. Mon père était mineur à la mine d'asbestos. Moi, je viens d'asbestos. On était 7 enfants. Mon père était toujours d'humeur égale, toujours en crise. C'était standard. Quand il arrivait, ma mère, elle disait, attention, votre père arrive. Ça vous donne juste une idée sur l'ambiance. Et on dormait 2 par 2. À l'époque, moi, on était 7. Moi, je dormais avec mon frère qui avait 1 an plus jeune que moi, ce qui lui donnait le privilège de se coucher en premier. Et moi, l'obligation de fermer la lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Fait que je disais à mon frère, tasse-toi, je m'en viens, bouge un peu. Fait que je enlevais ce qu'il y avait entre le commutateur et le lit. Je fermais le commutateur, puis je flyais par-dessus le lit pour arriver dans le lit direct pour ne pas me faire manger par les crocodiles qui avaient en dessous du lit. Je ne sais pas si vous voyez. Pas qu'est-ce qu'il y avait en dessous de votre lit, mais moi, c'était des crocodiles. Mon père, de temps en temps, il entendait le lit brasser, puis là, il montait, puis il ouvrait la porte, il disait, « Qu'est-ce qui se passe? » Une petite voix douce, ça aide à l'expression des sentiments. Là, je disais, j'ai peur. Il disait, peur de quoi? Innocent. L'innocent est important parce que c'est innocent d'avoir peur. Fait que je disais, des crocodiles. Il disait, où ça? Ben, je disais, là, en dessous du lit. Fait que là, il levait les couvertures, il me baissait comme ça par le cou, puis il levait, puis il disait, garde là, niaiseux, il y en a-dessus des crocodiles? Et là, je disais, ben non, t'es allumé, t'es arrivé, puis la lumière est allumée, ils sont tous partis. Vous autres, vous trouvez ça drôle, hein, mais lui, il riait pas. Et il disait, il n'y en a pas? Je disais, non. Là, il disait, pense-y pas, couche-toi puis dors. Vous rappelez-vous du pense-y pas, couche-toi puis dors? Ça, les sentiments, tu mets ça à off, tu couches, tu dors. Les gars, c'est le même, pas les filles. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est pas rationnel. On peut-tu arrêter de dire au monde qu'ils n'ont pas raison d'eux, puis les laisser avoir les sentiments qu'ils ont? L'autre, c'est que c'est personnel, des sentiments. Un même changement annoncé va créer des fois de la joie, c'est certain, de l'inquiétude chez d'autres, il y en a qui vont être fâchés. Ça ne fait pas la même affaire. Et pour toutes sortes de raisons, dont la stabilité dont on a parlé tantôt. Je me rappelle d'une fois, j'avais fait une session sur le changement avec des femmes de 65 ans à 75. Et quand j'ai parlé de sentiments, je leur ai dit, est-ce qu'il y en a qui sont veuves? Ils étaient toutes veuves. Il n'y avait pas un gars qui les avait résistés. Et que j'ai dit, quand vos maris sont décédés, j'imagine, vous avez eu de la peine, vous avez été triste. Là, il y en a 2, 3 que, oui, les larmes sont venues aux yeux. Puis il y en a une, elle donnait des petits coups de coude, puis elle parlait à sa voisine, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, laissez faire. Fait que je dis, non, on veut savoir. Ben, elle dit, savez, tu sais, les gens, ils commencent à ça. Savez, elle dit, savez, moi, avec mon mari, là, pour, tu sais, la chose, là, c'était pas super, là. Fait qu'elle dit, quand il est mort, elle dit, honnêtement, elle dit, j'étais pas triste. Et ça a fait comme vous autres, ça a fait ça. Voilà. Alors, c'est pas la même affaire. En passant, j'ai oublié de vous dire, quand on parlait des changements, quelle sorte de changements vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez en tête? Une fois, je faisais une session et avec des employés du ministère du Revenu. Là, les gens me disent des changements qu'ils vivaient là, ou qu'ils anticipaient dans le milieu de travail. Et à un moment donné, il y a une madame de minorité visible qui n'était pas loin de moi, là, qui dit, Monsieur Deswannet, mon nom c'est Desharnais, là, mais bon, Monsieur Deswannet, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je fais, bien sûr, madame. Elle dit, moi, je viens d'Afrique, là, je vais lâcher l'accent, et j'ai perdu mes 5 enfants et mon mari. Je suis parti avec rien du tout pour venir m'installer au Canada. Quand j'écoute les changements que mes collègues vivent, et ce pourquoi ils sont venus ce matin, vous comprenez que je me sens moins concerné, et si vous le permettez, je vais quitter la salle. Ça a fait comme ça, là. Ça a fait, c'est comme, c'est-tu si grave que ça, tous les changements qu'on vit? Fait que j'ai dit, j'aimerais ça que vous restiez, juste au moins pour voir dans le processus si ça suit les étapes, ce qu'elle a fait finalement. Enfin, mais ça avait été intéressant de voir comment c'est relatif. Puis probablement que ça a joué. La dernière personne qui nommait son changement, elle disait, moi, je perds ma fenêtre. J'ai une fenêtre dans mon bureau qui donne sur le parc, mais là, il m'envoie là-bas, c'est l'enfer. Je ne sais pas si vous voyez. Alors,
Je vous fais faire un petit test, préparez-vous. Ça va durer 1 minute avec vos voisins et voisines. Les gens à côté de vous, c'est votre équipe, que vous aimiez ça ou pas. Je vous propose 4 catégories de sentiments, puis je veux essayer de regarder avec vous autres à quoi ils servent positivement dans la vie, ces sentiments-là, parce que je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on a appris. Alors, je vous en propose 4. La peur, qui est probablement le plus fréquent, là, avec les synonymes, là, inquiétude, angoisse, paranoïa, etc. Il y a une perte de contrôle quand on se sert mal de sa peur, puis il y a 2 avantages très positifs à la peur. Ils valent 25 points chacun, et vous allez les trouver avec vos voisins. Le deuxième, c'est la joie, le plaisir, le contentement. Il y a une perte de contrôle, qui est probablement l'euphorie, quand notre mère disait « grimpe pas des rideaux », j'imagine que c'est ça qu'elle voulait dire. Et de la même manière que la perte de contrôle de la peur, c'est quoi? Quand on perd de contrôle, quand on se sert mal de sa peur, ça nous amène où? Dans la paralysie. On gèle. C'est pas la peur n'est pas négative. Un usage peut être négatif si on gèle avec, si on panique, si on paralyse. Mais il y a un avantage très positif à la peur, ça vaut 10 points. Il y a de la colère, sentiment généralement mâle, parce que les femmes n'ont pas eu le droit à la colère ben dans leur vie. Je ne sais pas si ça a changé. Une femme qui exprimait sa colère, il n'y a pas longtemps, on appelait ça comment? Vous avez remarqué, c'est toutes des femmes qui répondent. Des hystériques, des folles, des mal baisées. Il y a eu toutes sortes de belles affaires qui sortent. Un gars qui exprimait sa colère, comment on appelait ça? Un homme. Culturellement, il y a quelque chose qui n'était pas pareil. La perte de contrôle de la colère, la violence, l'agression sous toutes ses formes. Pas la colère qui est négative, l'agression si on s'en sert. Et la dernière, c'est la tristesse, la déception. Parce que les gars, ils appellent ça la déception. Les filles sont tristes, les gars sont un peu déçus. C'est la même affaire, c'est juste une question de vocabulaire. Perte de contrôle de la tristesse, c'est quoi? La dépression. Et il y a un avantage très positif à la tristesse. 2 pour la peur, 1 pour chacun des autres. Vous avez 1 minute pour les trouver et j'attends vos copies. C'est parti. Oui. Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Merci. Merci, c'est terminé. Remettez vos copies. Est-ce que c'était facile à trouver? Pourquoi? Parce qu'on a passé notre vie à se faire dire que ça ne servait à rien, les sentiments. Parce qu'on a passé notre vie à se faire ça. Alors, la peur, ça sert à quoi? Pardon? Je n'ai pas entendu. La sécurité, on n'est pas loin. La protection, ça sert à se protéger. Aimez-vous ça que vos enfants se protègent quand vient le temps d'aller en bicycle ou quand ils font du sport? Moi, j'aime ça qu'ils aient peur dans la mesure où ils servent de leur peur pour se protéger. Mais il y en a qui ne se protègent pas. Ça sert à ça, la peur. Et pour moi, quand quelqu'un autour de vous dit « mais ça m'inquiète », je préfère qu'on leur dise pas « tu n'as pas d'affaire à avoir peur, tu es capable », mais plutôt de leur dire comment tu vas faire pour te protéger, parce que c'est à ça que ça sert la peur. Ça, c'est le premier. Le deuxième usage, ça sert à quoi la peur? Se dépasser, 50 points. Ça s'appelle avoir du courage. Est-ce que des gens, on peut être courageux s'il n'y a pas peur, s'il n'y a pas de peur? Par définition, ça va ensemble. Ça s'appelle se dépasser.
À ne pas confondre avec la témérité. Parce qu'il y a des gens qui ne tiennent pas compte de leur peur, ne se protègent pas, et ils prétendent qu'ils sont courageux. Ceux qui jouent à Chicken, le dernier qui sort des voies ferrées, là, quand le train s'en vient, là, ceux qui roulent à 180 km/h, puis dans le bas de la côte, ils n'arrêtent pas à la lumière rouge là, pour montrer qu'ils sont courageux, là, ça ne s'appelle pas du courage, c'est de la folie ou de la témérité. Juste ne pas confondre. Mais ça sert à ça, pour moi, et c'est facile à voir. Ce qui fait que quand quelqu'un a des inquiétudes dans un changement, peu importe qu'il est professionnel ou personnel, c'est le fun de pouvoir lui dire comment tu vas faire pour te protéger. Et après ça, un petit coup de pouce pour l'aider à avoir du courage. Avez-vous vu le film, On a acheté un zoo avec Matt Damon? Il y en a qui l'ont vu. Il parle de 20 secondes de courage. Il dit, le père explique à son fils qu'il y a un moment de trouble et d'anxiété qui dure 20 secondes avant que tu passes à l'action. Il dit, c'est 20 secondes. Puis je te garantis que si tu passes le 20 secondes, tu vas avoir tous les bénéfices qui viennent avec, tu vas avoir des affaires fantastiques. Il y a du monde qui gèle dans la peur. Ils ont passé la reconnaissance de la réalité, ils ont choisi de se rendre responsables, mais là, ça les inquiète et ils ne sont pas capables d'avancer, puis ils se font dire par quelqu'un, vous avez compris. La joie, ça sert à quoi? Motivation, énergie, tout ce qui vient avec ça, c'est une bonne affaire. C'est le fun d'être dans des places où il y a de la joie aussi. C'est stimulant. On finit la journée pas mal moins fatigué quand il y a du fun aussi. La colère, ça sert à quoi, les gars? Pardon? Sortir le méchant, c'est vrai aussi pour la peur, c'est vrai pour la tristesse. Il y a juste la moitié des points. Ça sert à s'affirmer. Ça sert à prendre sa place. Ça ne sert pas à agresser. On est-tu d'accord? Qui a des enfants à la maison ici? Qui a des filles? Quand vos filles expriment leur colère, vous les félicitez? Pas toujours. Pourtant, vous voudriez qu'elles aient du caractère et de l'affirmation, mais dans la joie. Si tu n'es pas être fâché, va dans ta chambre. Mais la colère, c'est une bonne affaire quand on s'en sert pour s'affirmer, pas pour écœurer. C'est pas la même affaire. On est-tu d'accord? Les gars, c'est la même chose en passant. L'affirmation, c'est la même affaire. La tristesse, ça sert à quoi? Se libérer, c'est vrai pour tous les sentiments. Quand l'expression a été faite, c'est libérateur pour les quatre. Quelqu'un d'autre? Pour 200 points. Une remise en question, une introspection, c'est vrai. Et ça sert aussi à la compassion. Un boss qui n'a jamais montré la moindre tristesse ou la moindre déception, comment on le trouve? Frette. Et c'est pas parce qu'il est frette, c'est parce qu'il a appris que c'est pas correct de montrer la tristesse. Les filles vont être tristes. Mais moi, bon, le truc maintenant, c'est que je dis aux gars, je leur tiens de leur dire, non, t'es un peu déçu, là, ça passe. Ils sont un petit peu déçus, c'est correct. Ça sert à ça, les sentiments. Et moi, je suis un peu tanné d'entendre les gens de dire, ça t'a-tu fait du bien d'en parler? Exprimer, là, c'est vrai que ça fait du bien, c'est une bonne affaire. La vraie affaire, c'est de s'en servir après ça pour se protéger, pour avoir du courage, pour avoir de l'énergie, pour s'affirmer, pour être perçu comme un vrai être humain. Pour moi, ça sert à ça aussi et surtout. Vous pouvez voir. Il y a un volet important et je pense qu'il y a une partie des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur changement. Je pense à vos élèves qui ont peur de ne pas réussir et qui ne sont pas capables de le dire et qui ne sont donc pas capables d'aller chercher comment ils peuvent se protéger, puis non plus comment ils vont avoir du courage. Pour moi, c'est la même affaire. Personnel, professionnel, comme disait mon voisin juif, c'est synagogue. Alors, un petit tableau vite qu'a fait mon chum. Moi, je l'avais mis sur le frigo quand j'ai eu enfin, ma femme a eu mon fils pour moi. Et on avait fait ça. Il disait, lui, que quand on a des sentiments, ça crée de la pression dans le système. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et c'est généralement ici que ça se passe en opposition à là. Il disait, une des manières de gérer la pression, ça s'appelle l'expression. L'expression, c'est mettre la pression à l'extérieur de soi. Quand je dis j'ai peur, je suis dans l'expression. Il y a d'autres personnes qui choisissent de ravaler. Ils gardent ça pour eux autres, parce qu'ils sont fait dire des ben voyons donc toute leur vie. Fait qu'ils ravalent les sentiments qu'ils ont. Ça fait la dépression. Et à la limite, si ça se poursuit trop souvent, trop longtemps, ça fait une impression. Ça s'imprime dans le body. Ça fait les maladies psychosomatiques que vous connaissez très bien, où les médecins disent « t'as rien », mais il ne dort pas. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est souvent de source affective.
Il y a des gens, eux autres, qui ont choisi l'autre voie royale parce que l'expression, c'était pas bienvenu. Dépression, c'est pas trop liable. Et dans ma famille, à moi, c'était celle-là, c'est mettre la pression sur quelqu'un d'autre. Et ça s'appelle l'oppression. Juste à titre d'illustration, est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui boudent à l'occasion, le don de la main? Les autres, je vais faire semblant de vous croire, OK? Mais il n'y en a pas beaucoup, me semble. Bouder, c'est dans lequel des trois modes? C'est dans l'oppression. Parce que même si tu dis rien, tu mets la pression sur l'autre. Et là, la femme, il se passe quelque chose avec son conjoint, elle est enragée. Mais là, elle n'ose pas le dire parce que c'est pas trop bienvenu. Elle sait que ça avale, ça sera pas, elle ne filera pas bien. Fait qu'elle choisit de le bouder. L'autre innocent, il ne sait pas que derrière son boudage, elle a des sentiments. Fait que là, sa question, sa réponse, ou mon expression favorite, c'est « Tu veux bouder? » Il me semblait qu'il y en avait plus aussi. Ben, boude d'abord. Et là, elle peut bouder un autre bout ou elle peut dire qu'elle est fâchée parce que telle chose. Là, c'est lui qui pogne la peur. Il y a tout un bel enchaînement qui se passe, mais ça s'appelle l'oppression. Puis à la fin, il y en a un que ça s'appelle la répression. Ça, c'est les gars qui tuent leurs femmes et leurs enfants après qu'elle a annoncé qu'elle est partie. Je ne sais pas si vous voyez. Mais pour moi, il y avait quelque chose d'intéressant. J'avais mis ça sur le frigo, et on pratiquait l'expression avec les enfants à la maison, assez pour s'entonner un bout, mais vous verrez comment ça marche. Voilà. Alors, là, j'ai pris du retard, vous autres, vous ne savez pas, mais moi, je le sais. On va parler de la quatrième clé qui s'appelle l'estime de soi. Je vais vous demander de faire un exercice. Pouvez-vous vous rappeler un professeur ou une professeure que vous avez eu dans votre jeunesse qui a eu un impact négatif sur votre estime de vous-même? Vous vous en rappelez? Quel effet ça a eu sur l'apprentissage? Catastrophique. Catastrophique. Et on pense à d'autres personnes qui, au contraire, c'est les professeurs dont on se rappelle, qui ont eu un impact positif sur notre estime de nous-mêmes. Et on s'en rappelle parce qu'on a appris curieusement. On a appris fantastique. On a dit que c'était un prof extraordinaire. Et quand on regarde quelle sorte d'effet qu'il y avait sur l'estime de soi, pour moi, c'est assez fondamental. La bonne nouvelle pour moi, c'est que l'estime de soi, ça se nourrit. Je ne sais pas si vous partagez ça. Parce qu'il y a des gens qui ont lu le livre Tout se joue avant 6 ans, puis ils disent « Ah, je ne l'ai pas eu, c'est fini. » Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais pour moi, ça ne se joue pas avant 6 ans. Fait que je vais faire un petit test sur comment ça se nourrit l'estime de soi. D'habitude, je vous le fais faire entre vous, mais je vois que vous n'aurez pas le temps. Il y a 5 sources pour moi qui permettent de développer l'estime de soi. La sienne, et comment on peut aider des gens à développer leur estime d'eux-mêmes, qui pour moi est une fonction des enseignants, qui pour moi est une fonction des parents, qui pour moi est une fonction des gestionnaires. Bref, c'est une fonction de tout le monde. Il y en a 5. Ça commence par P, A, P, V, I. Allez-y, je vous écoute. La patience, non, c'est utile, mais ce n'est pas ça. Pardon? La perception, non. La valorisation dans le V. La valorisation, ça permet aux gens de faire « c'est moi ». À la fin, là, quand vous allez vous lever, vous allez applaudir quand je vais avoir fini, là, ça va être valorisant pour moi. Là. Ça va faire du bien sur l'estime de soi. Il y a 2 conditions pour que ça marche, la valorisation. La première, c'est que la valorisation soit sincère. Parce qu'il y a des gens qui font de la valorisation, mais ils n'en croient rien. T'es bon, t'es belle, t'es fine, t'es capable, mais c'est juste une stratégie. Et si ce n'est pas sincère, ça a l'effet contraire. Et 2, c'est que ça a le plus d'impact quand c'est fait par des personnes significatives. Dans les milieux de l'enseignement pour des élèves, qui sont les personnes significatives? Évidemment, les profs. Fait que V pour valorisation. Pardon? Non. Plaisir. Il y a 5 personnes sur le quai. Il y a 4 places dans le bateau. Là, il y a quelqu'un qui fait comme 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de la place. Allez-y, vous autres d'abord. Moi, je vais attendre. Je ne sais pas si vous voyez, là. Et cette personne-là n'aura pas de plaisir. Elle ne fera pas de tour de bateau. Là, il va y avoir un SMAT dans le bateau qui va lui dire, regarde, prends ma caméra, prends des photos pendant qu'on va être parti. Quand elle n'aura pas fait de bateau, elle ne sera pas dans le portrait, elle va se demander chez eux pourquoi le soir elle ne file pas bien. Je ne sais pas si vous voyez. Je dis, ah là, c'est la personne, c'est pas c'est la personne. Le plaisir, c'est une des sources d'estime de soi. Faire des activités qui nous font plaisir, c'est une source d'estime de soi.
Et pour moi, c'est, comprenez. A pour être capable de se fixer des objectifs, de les atteindre, puis de faire, c'est moi qui ai fait ça. Quand on est enseignant, fixer des objectifs, ça fait partie du rôle. S'assurer que les objectifs sont réalistes et réalisables pour eux autres et qu'ils ont les moyens pour les atteindre, pour moi, c'est fondamental. Et c'est pas suffisant de fixer des objectifs. Et on connaît du monde qui se fixe des objectifs gros de même, qui sont jamais capables de les atteindre, et ils passent leur vie à se flageller, qui n'ont pas de valeur personnelle. Je ne sais pas si ça vous parle. L'accomplissement. Le P pour pouvoir. Pas un pouvoir sur les gens, mais un pouvoir de responsabilité. Les gens aiment ça, avoir des responsabilités qui sont en mesure d'assumer, et ça fait du bien. Et dans n'importe quel groupe de travail, si on donne toujours les responsabilités aux mêmes brillants et brillantes, et que les autres n'en ont pas, on vient de jouer sur leur estime d'eux-mêmes. V pour valorisation, et pour moi, la plus importante, c'est I pour intégrité. La capacité de se comporter en conformité avec ses valeurs. Il semblerait que c'est ça, l'intégrité. Et si on vous demande de faire des gestes qui sont à l'encontre de vos valeurs fondamentales, c'est pas juste difficile à faire, c'est lourd sur l'estime de soi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et moi, j'ai vu des gens qui ont changé de fonction, et j'en fais partie, parce que les valeurs n'étaient pas conformes aux miennes, et je me sentais coincé avec ça. Et j'aurais pu dire, je vais vivre avec ça, puis je vais toffer, là, mais ça n'allait pas bien pour moi, toffer. 5 sources d'estime de soi. Est-ce que c'est applicable dans votre monde de travail? Chacune d'elles. Et pour moi, je souhaiterais que vous soyez remembered, comme ils disent en anglais, comme des profs qui ont eu un impact positif sur l'estime de soi. Quelqu'un m'avait déjà dit un jour, je n'ai pas réussi à le faire encore, si dans tes interventions quotidiennes avec les gens, tu ne détruis jamais, tu n'affectes jamais négativement l'estime de soi des autres, tu vas être un champion. Essayez ça, de ne jamais affecter négativement l'estime des... Moi, je travaille, là, mais je n'ai pas encore réussi. Fait que 4 clés, j'ai parlé, je vous laisse la... Il y a 4 clés, répétez-les-moi. La reconnaissance de la réalité, le choix d'attitude, qui est la responsabilisation, les sentiments et l'estime de soi. Déjà ça, vraiment l'ouvrage de fait. Est-ce que ça va jusque-là? Oui? Oui, il reste 15 minutes, je sais. Je vois, je regarde, je roule, c'est tout marqué, c'est beau. Recherche de solutions, je vais y revenir, je vais conclure par ça. Et je fais les autres, puis je vous reviens. L'autre après, c'est le passage à l'action. Il n'y a pas grand-chose à en dire que c'est j'applique les solutions que j'ai trouvées, puis j'essaie. Une phase relativement facile, simple. 4, je vous passe celle-là, puis vous reviendrez, vous la lirez. 4, c'est la validation. La validation, c'est le moment où je devrais me demander, parce qu'à mon avis, il y a des gens qui ne le font pas, est-ce que les solutions que j'ai trouvées puis que j'ai appliquées donnent les résultats, si c'est un dossier? Si c'est moi, c'est est-ce que ça me fait filer bien, en québécois? Si ça ne fait pas filer bien ici, là, la solution que j'ai prise, j'ai immigré puis je ne suis pas heureux. J'ai perdu mon conjoint et depuis ce temps, ça fait 8 ans, je suis toujours malheureux. Les enfants sont revenus à la maison, ça fait 6 ans et je suis toujours malheureux. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelque chose là qui ne permet pas, c'est la validation. La validation, d'ailleurs, ça ressemble à un petit jeu qui ressemble à ça. Vous rappelez-vous de ça? Qui n'a pas joué à ça dans sa vie, à part les immigrés? Non, mais c'est vrai, les immigrés. Avez-vous déjà joué à ça, le jeu des chats et des serpents? Oui, bon, OK. Ça ressemble à la vraie vie. Ça se joue avec du monde, avec des dés, qui est une forme de hasard. Les gens disent qu'il n'y a pas de hasard, mais il doit bien en avoir un peu, là. Comment ça se fait? Moi, je suis né à asbestos d'un père mineur plutôt que d'un multimillionnaire qui avait un vignoble. C'est quelque chose de simple, là. Arrêtez le fun. Il y a des échelles qui sont les opportunités dans la vie, puis il y a les serpents qui sont les désagréments, les coups durs, les bad luck qui nous arrivent. Ça a l'air d'être la même affaire. Puis ça se passe comme ça, parce qu'à un moment donné, tu es presque rendu, puis tu l'as été rendu, et tu pognes le grand sacrement qui est en peine de 98 jusqu'à 3, je ne sais pas si vous voyez. Et ça fait partie pour moi des processus d'adaptation au changement. Voilà. 5, la sortie. Comment vous faites pour savoir que quelqu'un est sorti de son changement, vous autres? Il est heureux, mais comment vous faites le savoir? Il a arrêté d'en parler. Il sourit de temps en temps. C'est des signes de sortie d'un changement.
Ceux qui vident votre bouteille de scotch à toutes les Noëls en chialant après le monde entier, ils n'ont pas sorti du changement. En plus, ils ne payent pas le scotch. Ça ne va pas bien. Une fois, j'avais rencontré une ex à Québec d'ailleurs, c'est vrai, et j'ai dit, hey, la dernière fois que je t'ai vu, ton chum t'avait quitté, tu n'étais pas de bonne humeur. Elle dit, parle-moi pas de cet écœurant-là. Pensez-vous qu'elle était sortie? Il s'est passé 5 ans. Je ne sais pas ce qu'elle a fait comme recherche de solution, mais manifestement, elle n'en était pas sortie. Alors, ne pas confondre le temps qu'on a passé, puis la sortie, ça se manifeste à quelque part d'en face, ça se manifeste ici. Et l'autre, c'est le bilan, les apprentissages, les leçons qu'on a tirées, ça, c'est le bilan. Il y a des gens qui, s'ils sont capables de dire ça m'a pris 2 ans avant de reconnaître la réalité. J'ai perdu 2 ans. Ça m'a pris un certain nombre de temps avant de dire comment je me sentais, puis de m'en servir pour me protéger, puis avoir du courage. C'est un apprentissage. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des apprentissages à tirer. Et si je ne les tire pas la fois d'après, quand le changement va arriver, je ne serai pas le plus équipé que j'étais. Ça s'appelle la sagesse dont j'ai parlé tantôt. Alors, on va regarder maintenant la recherche de solutions, si vous voulez. Première partie, c'est les croyances. Moi, j'ai la croyance que les gens se comportent avec leurs croyances. Est-ce que vous partagez ma croyance? Oui ou non? Puis souvent, les gens, ce n'est pas des croyances qu'ils ont, c'est des vérités, eux autres. Hein? Mon père était comme ça. Je l'ai dit 2 fois. Mon père, il disait, les gens qui lisent les journaux l'après-midi, c'est des paresseux. Ah bon, je disais, une opinion intéressante. Il disait, non, c'est un fait. Je disais, où tu as pogné ça? C'était marqué dans le journal. C'était plus assez. Et il y avait des. Mon père parlait en vérité, je vous le dis. Et les gens qu'on essaie de coacher et qui n'ont que des vérités, c'est pas facile. Je vois que vous en connaissez. Dans ces croyances-là, je vous en nomme quelques-unes. Le temps arrange bien les choses. D'accord ou pas d'accord? Oui? Ça arrive? Des fois pas? C'est quand la dernière fois que le temps tout seul a arrangé les choses? Parce que les gens disent ça a fait du bien, ça l'a apaisé, ça a permis de. Mais le temps, pas d'action, ça ne fait rien pantoute. Parce que si tu crois ça fondamentalement, puis qu'il t'arrive un changement, t'attends. Hein? C'est ça que tu vas faire, le temps va arranger les choses. Et il y en a qui le croient profondément. Et pour moi, c'est le fun d'avoir des gens autour de nous autres qui ont la capacité de nous ramasser puis de nous ébranler pour dire, es-tu sûr de ça? Un homme de 50 ans, ça ne peut pas s'adapter à une nouvelle fonction. Croyance ou vérité? Croyance. Il y en a qui le croient pour vrai. Ils sont dans un milieu, tu leur dis, il faudrait que tu te mettes à jour dans les connaissances, mais ils ont la croyance que ce n'est pas possible à 50 ans. Bonne chance dans le programme que vous allez leur faire. Pour moi, il y a plus d'ouvrages à faire sur ébranler la croyance que de fournir un beau plan de développement. Mais vous pouvez voir. 2, c'est le choix des alternatives. Ma conviction, c'est que quand arrive un changement, il vaut mieux identifier les alternatives possibles que de prendre la première sur le dessus. La première sur le dessus, c'est pas certain que c'est la meilleure. Je prends l'exemple des gars de 50 ans qui se sont fait laisser par leur blonde. Ils n'ont pas trop compris pourquoi. Mais là, ils ont trouvé quelqu'un sur le marché disponible et plus jeune. Fait qu'ils se sont installés avec la disponibilité plus jeune dans le prochain mois. En connaissez-vous? Est-ce que vous êtes parmi les plus jeunes en question? Non? Et ces gens-là, s'ils ne font pas un minimum de bilan puis de rétrospective, dans 6 mois encore, ils vont encore se faire donner leur bleu, puis ils vont encore être sur le marché jusqu'à ce que et là, la roue tourne. Puis on fait, mais comment ça se fait? Tu sais, ceux qui sont séparés 4 fois, là, peut-être il y en a dans la salle, je m'excuse. Mais regardez l'ensemble des alternatives. Je pense que je vais me permettre de dire ça, mais j'ai un seul fils, moi c'est le plus beau et le plus fin, évidemment, comme les vôtres. Et il est en recherche maintenant d'un local pour ouvrir une microbrasserie à Montréal. Et j'avais mis en face un local que moi je trouvais extraordinaire au coin de la rue chez nous. Et là, j'ai vu après qu'il y avait la croyance que c'était trop grand pour que ça marche. Lui, il cherchait 3500 pieds carrés et c'était marqué dans la pancarte 5500. Je disais, va voir, t'es coup que tu peux louer 3005 puis louer à quelqu'un d'autre 2000. Non, mais c'est trop grand. Ça m'a pris des semaines avant qu'il finisse par dire, OK, mais allez voir. Il vient signer le bail, ça fait 2 jours. Je suis détendu. Mais l'ouvrage que ça a été, et ça, je veux vous dire, pour la force des croyances, c'est assez extraordinaire et c'est de la job. Mais pour moi, c'est une belle piste quand on veut aider quelqu'un à trouver des solutions.
Et je vais en profiter pour vous dire que si vous vous tenez avec du monde qui ont les mêmes croyances que vous autres, vous êtes mal partis. Hein, tu sais, la fille qui dit les hommes, c'est tous des salauds, puis toutes ces gangs de filles font maison, c'est une méchante, tu sais, vous voyez, bonne chance pour la sortie, pour la recherche de solutions. De temps en temps, c'est le fun d'avoir d'autres personnes qui ont d'autres avenues. Les gains, les pertes. Chaque solution comporte des gains, chaque solution comporte des pertes. On est d'accord? C'est le fun de les évaluer. Et les gens qui ne sont pas capables de faire une juste évaluation des gains et des pertes, ils ont tendance à se tromper. Et ce qui est, et encore là, des fois, c'est même pas une perte, c'est une peur de perdre. Je vais changer d'équipe, je vais perdre mes amis. Pas garanti que tu vas les perdre parce que tu changes d'équipe. Si c'est des vrais amis, tu peux avoir des relations avec quand même, mais ils ont peur de perdre, puis ils ne s'en servent pas pour se protéger, pour se donner d'autres moyens. Ils confondent les pertes et les peurs de perdre. À mon avis, des fois, c'est utile, quand on est intervenant, de pouvoir travailler sur les deux. L'autre, c'est les contraintes, les magnifiques contraintes. Des contraintes, c'est ce qui va évidemment va enlever certaines solutions. Je ne peux pas faire ça parce qu'il y a telle contrainte, parce qu'il y a telle contrainte. Mais si on sous-estime les contraintes, qu'est-ce que ça nous fait faire dans le processus? On va aller plus vite, on va pogner le serpent, on va redescendre. Tu tombes en amour avec une belle maison. Ah, on va l'acheter, elle est belle, elle est cute. Oui, mais regarde, le toit cool, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez. C'est en relation d'amour. Non, mais il est fin, il est cute, il est beau, il est romantique. Oui, mais regarde, il sort de prison, ça fait 4 fois qu'il est... Oui, mais c'est pas, avec moi, ça ne sera pas pareil. Je ne sais pas si vous voyez. Sous-estimer les contraintes. Et ceux qui surestiment les contraintes, ils sont arrêtés dans le processus. Il y a bien trop de contraintes, c'est pas possible. Fait que ça fait partie pour moi de la job de parents, de conjoints, de professeurs, d'être capable d'aider les gens à avoir une juste évaluation des contraintes. Un morceau pas facile, mais à mon avis, important. Cinquième, la référence interne par rapport à la référence externe. C'est relié au secteur de vie. Voulez-vous me rappeler les 5 secteurs de vie que je vous ai mentionnés dans l'ordre, s'il vous plaît? Professionnel, intime, financier, matériel, santé, loisirs, social. Il y a toujours eu un modèle social, il y en aura toujours pour chacun des 5 secteurs, pour les gens qui vont vous dire qu'est-ce que ça vous prendrait pour être bien. Tu sais, les gens qui disent, moi, à ta place, c'est dans le modèle social. Dans le secteur professionnel, avant ça, c'est les hommes travaillaient, les femmes étaient à la maison. Maintenant, les deux travaillent. Et avant ça, on étudiait pour faire son métier, puis on arrêtait. Maintenant, on étudie toute la vie. Ça a changé. Mais il y a un modèle social. Sur le plan intime, à l'époque, il fallait un conjoint de sexe opposé, évidemment. Maintenant, on peut en avoir 2, 3, 5, gays, lesbiennes, transgenres. C'est relativement accepté. Ça se passe plutôt bien. Il y a un modèle social. Financier, matériel, c'est encore le temps d'avoir beaucoup d'argent, un chalet, voyager dans le sud 2 fois par année dans le modèle social. Je ne sais pas si vous voyez, là. Si vous n'avez pas ça, là, vous n'avez pas le VUS, là, quand le premier enfant est arrivé, ça prend un VUS, hein, parce qu'il n'y a plus de place. T'sais. Nous autres, on était à 8 dans un vieux Ford, mais là, ça prend un VUS avec un enfant. C'est dans le modèle social. Dans le monde des loisirs, il faut faire du sport et être en santé. Maintenant, il y a une nouvelle connotation, il faut faire du crossfit et être dans les sports extrêmes. Parce que si vous n'êtes pas dans les sports extrêmes, vous n'êtes pas in. Je ne sais pas si vous voyez. Puis dans le plan social, à l'époque, la mienne, en tout cas, comme dit mon fils, on était 4 amis, c'était une grosse gang. Mon fils, lui, c'est 40. Et les jeunes, maintenant, de 18 ans, c'est 4000 dans les réseaux sociaux. Il y a un modèle social. Mais quand vient le temps d'examiner les solutions, le modèle social, il nuit, il ne sert à rien. À la limite, il nuit. C'est ici que ça va se mesurer. Qu'est-ce que je veux pour moi, puis avec quoi je vais être confortable, moi? Et ça a l'air très égocentrique, mais c'est le moi qui va déterminer si je me suis adapté puis si je fais le bien. Et pour moi, ça, c'est un morceau important. Le dernier, je le complète, c'est la visualisation. Vous connaissez la visualisation? Il y en a 2 modèles. Hein? Il y a la visualisation olympique, du type Sylvie Bernier qui se visualisait faisant le meilleur plongeon au monde et elle plongeait. Mais il y en a juste une qui gagne la médaille d'or. Ce n'est pas de celle-là dont je parle. C'est le fun de la visualisation, mais ce n'est pas garanti. Ça marche pour une. L'autre, c'est d'essayer d'anticiper la solution et de voir plus tard, d'essayer d'aller voir là, comment je pense que ça va filer. Je vous donne une illustration qui était réelle. Ma mère avait perdu son mari. Et à un moment donné, j'étais dans son jardin, puis elle me dit, René, toi, tu donnes des cours sur le changement. Je dis, oui. Elle dit, tu vas me dire, toi,
Elle dit, est-ce que je devrais le marier, Hervé, qui était son nouveau chum, ou on reste, on s'accote? Fait que là, je fais, regarde, je ne suis pas capable de répondre à ça. Fait que j'ai fait faire son processus avec les solutions possibles, les inconvénients, comme il ronflait, il cuisinait pas, puis des affaires de même. Puis, non, mais elle dit, est-ce que ça entend? Mais là, je dis, regarde, moi, je ne suis pas capable de te dire comment je filerais coucher avec lui, Hervé, là, s'il ronfle en plus, regarde, pas possible. Fait que j'ai fait faire sa liste des avantages, inconvénients, gains, pertes et contraintes. Et là, je dis, imagine, tu es dans 2 ans, tu n'as pas marié Hervé. Vous êtes à côté parce que ton fils le plus vieux est religieux, puis ça ne rentrait pas parce que ci, parce que ça. Comment tu penses que tu vas filer? Elle était là, puis elle regardait, puis elle faisait. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Pas yarb, hein? C'est le même contexte, là, mais ici, là, ça faisait pas trop. J'ai fait faire 2 tours de balançoire, je l'ai remis devant un miroir, puis j'ai dit, imagine que tu es marié avec Hervé. Non, pardon, je me suis trompé dans l'ordre. Le premier, était marié, et ça faisait un. Et le deuxième, j'ai dit, comment tu penses que tu files? Et là, le sourire, il montait jusque-là. Et là, je disais, puis, elle disait, je sais pas, mais le sourire jusque-là. Je disais, à mon avis, ça a l'air de filer pas mal bien, tu sais. Ça ne donne pas de garantie, la visualisation, mais ça donne un bon indicateur d'avance de ce que ça pourrait avoir l'air. Ils ne se marièrent pas, n'eurent pas d'enfants et furent heureux un certain temps. Voilà. C'est le temps dont je disposais. Je veux juste vous dire, je souhaite, entrez bien ce que vous voudrez, que vous mettiez une note à côté de vous de temps en temps pour voir les clés. Comment vous êtes, vous, dans votre propre adaptation? Comment vous êtes dans l'accompagnement? Est-ce que vous aidez les gens à reconnaître la réalité? Intervenez-vous sur l'estime de soi? Comme disait le curé, c'est la grâce que je vous souhaite de tout cœur. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.